leader dans le bâtiment, parce que Trecobat, vous vous trouvez confronté à une relation extrêmement complexe, parce que vous avez vos fournisseurs, vous avez vos clients, mais vous avez vos employés, vous avez vos artisans. Il ne faudrait peut-être pas que j'oublie l'implication des collectivités, l'urbanisme, l'État, les règles. C'est quoi pour vous la flexibilité de l'entreprise ? Pour toutes les raisons que vous venez d'évoquer, c'est forcément dans nos gènes. On se doit déjà depuis longtemps d'être flexible. J'ai entendu quelques mots clés qui sont l'agilité notamment, c'est fondamental. On est constructeur de maisons individuelles, on construit 1200 maisons par an sur la Bretagne, mais on descend également jusqu'à Toulouse. On est dans un cadre réglementaire qui n'arrête pas de bouger, un cadre fiscal qui n'arrête pas de bouger. Je citerai par exemple au mois d'août, on a eu des nouvelles réglementations sur les sols argileux. On a eu également la semaine dernière une nouvelle réglementation sur les douches pour les personnes handicapées. Ça n'arrête pas en fait. Malgré le Covid, il a quand même fallu continuer à s'adapter et à essayer de trouver en fait des réponses à toutes ces contraintes qui en permanence en fait régissent notre métier. On est très nombreux également dans notre filière. On est 450 collaborateurs, mais on travaille également avec un réseau d'à peu près 1000 artisans et sans compter un nombre important de fournisseurs et de négoces en matériaux qui nous accompagnent. Donc c'est vrai que pendant la crise du Covid que l'on a connue et qui nous a mis à l'arrêt en fait 1000 chantiers du jour au lendemain, il a fallu mobiliser en fait de manière très très forte l'ensemble de ces acteurs. Sans un seul de ces acteurs, c'était pas possible. On a encore aujourd'hui quelques difficultés, notamment au niveau des notaires, au niveau des services instructeurs pour les permis de construire. Donc heureusement, on fait partie également de syndicats qui nous aident beaucoup dans ces démarches-là, qui nous permettent d'avoir du poids auprès du pouvoir public. Et j'allais dire que la flexibilité, elle est essentielle dans notre activité au quotidien. On se doit de s'adapter et voire même de chercher autant que possible à anticiper les choses. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de veille réglementaire, de la veille technologique aussi. On s'appuie sur un réseau d'industriels très très compétents et eux aussi très flexibles. Je citerai un partenaire fort chez nous ici qui s'appelle Le Nuit, qui est dans la salle, et avec qui on réussit à mettre des choses en place que l'on n'arriverait pas à faire avec d'autres industriels qui n'ont pas cette capacité. En fait, ce que je comprends bien aussi, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a un changement dans un règlement, ça affecte automatiquement votre processus de fabrication, votre processus de mise en place d'une maison ? Oui, complètement. Par exemple, la réglementation sur le sol argileux remet en cause une bonne partie de notre façon de faire nos fondations. Les fondations, on les fait sur toutes nos maisons en fait. Le point qui me semble aussi important, c'est que du coup, vous êtes obligé de travailler aussi beaucoup le co-développement, la collaboration, et en plus pas forcément avec, en tant que donneur d'ordre, vous devez aussi le faire avec, par exemple, vos fournisseurs. Oui, ça c'est effectivement. Peut-être un côté innovation qui est important, non ? Exactement. C'est pour ne pas subir la réglementation, il faut innover, il faut essayer de prendre de l'avance. Je prendrai un autre exemple, c'est la qualité d'air intérieur dans les logements, donc qui est réputée mauvaise et sur lesquels on se doit d'anticiper. Alors on a deux façons de se positionner, soit on attend que la réglementation évolue et on verra bien après comment on fera, ou alors on essaie avec des partenaires industriels de mettre en place des programmes de co-développement. Je n'ai pas la compétence dans la ventilation, il n'a pas la compétence dans la maison individuelle, mais ensemble on va y arriver en fait. Donc c'est un point clé pour nous de trouver des partenaires avec qui on peut anticiper ces réglementations, faire des essais. On peut même mettre en place des programmes de recherche. On a été accompagné par le CNRS, par le CEA également pendant pas mal d'années sur des maisons qui étaient habitées, qu'on a pu mesurer et sur lesquelles on a pu évaluer en fait nos tests. On a bénéficié aussi de la loi ESSOC, qui est le droit à l'expérimentation, qui nous permettait de contourner une réglementation vieille de 1982. Donc pour nous, on s'appuie sur ces éléments-là pour ne pas attendre qu'une réglementation nous tombe sur la tête sans savoir quoi faire. Ce qui est aussi très important dans cette activité-là, c'est que vous amenez les gens à changer. Parce que, je veux dire, les gens du bâtiment, les métiers qui sont ceux qui construisent, d'accord, se trouvent eux aussi affectés par ça, mais eux aussi changent.
C'est pas la législation qui les fait changer, c'est eux qui changent parce qu'ils aspirent peut-être à une nouvelle forme de travail. Oui, et puis il y a aussi une logique plus pragmatique. Hein. Quand on est un gros constructeur, quand on met un plan de référencement de nouveaux produits chez tous les négoces ne vont pas les vendre que pour nous, en fait. Hein. Donc forcément, il y a un effet de courroie d'entraînement comme ça, qui, on en est conscient, en fait, et du moins c'est ce qu'on espère faire, en fait, tire vers le haut la profession. Ouais. Donc on est conscient de cette position-là. On fait en sorte en fait qu'on ne soit pas les seuls, parce qu'on ne veut pas non plus être... on a quand même toujours en face de nous les mêmes clients, hein, et on se bat tous les jours sur des budgets qui ne sont pas extensibles. Donc voilà, on essaie de faire en sorte qu'on soit tous sur le même pied d'égalité et qu'on tire la profession vers l'avant. Hein. C'est aussi très intéressant ce côté des métiers qui sont spécialisés, le fait qu'on soit obligé de travailler en collaboration et en coopération avec d'autres. C'est quand même quelque chose qu'on retrouve aujourd'hui dans plein de métiers différents. Vous ne ferez pas de la maison basse consommation, qui est notre credo depuis maintenant presque 10 ans, tout seul en fait. Hein. Oui. Il n'y a pas un fabricant de parpaings seul, un fabricant d'isolants seul, ni un fabricant de machines seul. C'est l'ensemble qui y parviendra. C'est important de retenir que ceci s'applique à plein d'industries, plein de métiers, plein de choses différentes. Merci beaucoup. Monsieur Gallou, je me rappelle que quand on a commencé la discussion tous les deux, vous m'avez dit oui, le Covid est arrivé, mais nous, il fallait qu'on s'occupe des bêtes. D'accord ? Il n'y a pas que les humains. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire, ce que vous avez été obligé de mettre en place quand on vous a dit tout le monde reste chez soi ? C'est vrai que, donc, en 2 mots, hein, la coopérative Evelup, c'était une coopérative d'éleveurs de porcs. Donc, il y a 1000 éleveurs de porcs à la coopérative, répartis sur essentiellement la Bretagne, un peu Pays de Loire, Normandie. L'Ouest. Vous savez tous que l'agriculture, on travaille sur du vivant. Donc, les animaux, ils ont continué à vivre, à naître. Et il a fallu s'en occuper, comme les cultures, parce que mes adhérents ont également pas mal de cultures. Et c'était la période de préparation et semis des maïs. Donc pour revenir à la coopérative, ça a été dit sur une table ronde précédente, on a été obligé de réagir très très vite. Donc il y a 180 collaborateurs. Quand la nouvelle est tombée... ça c'est au niveau juste de la coopérative. Oui, c'est au niveau de la coopérative. Donc on apporte tous les métiers de conseil et de service, que ce soit pour dessiner les bâtiments, faire l'environnement, une vingtaine de vétérinaires pour soigner les animaux, des gens pour faire le commerce, le transport, etc. Donc, avec mes 3 collègues du comité de direction, on a été obligé d'agir très très vite, à savoir le lundi 16, la nouvelle est tombée. Donc, on a décidé en l'espace de 2 heures sur les 180 personnes de garder, on a 5 sites sur toute la Bretagne, on a gardé 40 personnes en place. Le PCA, il était simple, c'était nourrir les animaux, soigner les animaux, acheminer les animaux vers les abattoirs et payer nos éleveurs sur la vente des animaux. Donc c'était aussi basique que ça. Socialement, ça n'a pas été simple parce que le monde agricole est un monde très, très tactile, en savoir beaucoup de présentiel et de contact entre les collaborateurs de la coopérative et les adhérents, mais également toutes les parties prenantes. Mais là, vous ne pouviez pas faire autrement, il fallait rester chez soi. On pouvait potentiellement faire autrement, mais on a très vite, j'ai arbitré en disant, voilà, on rentre dans une période, c'était une période quand même assez inconnue, assez anxiogène tous les soirs à 19h quand ils annonçaient le bilan de la journée. Donc j'ai expliqué à mes collaborateurs, avec l'aide également du CSE, qu'on devait être exemplaire par rapport à la France, mais exemplaire également par rapport à nos adhérents, par rapport à nos clients, parce que je vous dis, on commercialise 80 000 porcs charcutiers chaque semaine chez tous les opérateurs industriels français. Et il fallait absolument que la chaîne ne casse pas. Et que vous avez mis en place alors ? On a mis en place un système très simple. Hein, donc, sur le premier point du PCA, donc nourrir les animaux, on commercialise l'équivalent de 200 000 tonnes de céréales et de protéines pour nourrir les animaux en complément d'aliments du commerce acheté chez les différents faiseurs. Wow. Soigner les animaux. Donc ça, c'était ce premier point du PCA, la partie nourrir les animaux. Les personnes étaient en présentiel au bureau. Soigner les animaux, les 20-25 vétérinaires travaillaient de chez eux et allaient directement en élevage. Acheminer les animaux... En audio ou Non, en physique. Ah oui, en physique pour aller faire un diagnostic et des soins comme toute personne agrémentée. Le troisième point, donc acheminer les animaux. Donc on a une vingtaine de camions donc pour acheminer les animaux vers les abattoirs. Il y en a un juste ici à côté, Briec.
Et puis, payer les animaux, donc pareil, on a travaillé en présentiel. Donc je vous dis, on était une trentaine. Par contre, on avait intégré que le mode hyper dégradé pouvait nous amener à ne plus pouvoir, sur 2 des 4 points du PCA, ne plus être présent physiquement. Donc ça a été également dit précédemment, on a un réseau, donc, qui est ultra sécurisé, donc avec un partenaire qui a été cité par Mme Legault. On a du jour au lendemain, les 140 personnes qu'on a ramenées à la maison, certains ont souffert parce que vraiment leur quotidien, leur métier, c'est de travailler avec les éleveurs, d'être au contact dans les élevages, etc., d'apporter leur expertise. Donc il a bien fallu leur expliquer. Et leur expliquer de manière très transparente et dans une certaine logique. J'avais dit à mes 3 collègues du CODIR, moi je ne veux pas faire marche arrière. L'État nous fait des annonces régulièrement. J'avais vraiment peur d'être piégé en disant le lundi on prend une décision et le vendredi on prend la décision inverse, parce que si c'était arrivé dans l'entreprise, je pense que j'aurais perdu un peu de la confiance des collaborateurs. Or c'était vraiment l'engagement de tous, qu'ils soient en distanciel ou en présentiel. Encore une fois, l'engagement. Voilà. Donc, on a, en l'espace de 2-3 semaines, on a, pour garder en éveil intellectuel les 140 collaborateurs qui étaient à la maison, je pense qu'on a franchi, en 2 semaines, on a franchi un gap de 5 à 6 ans, savoir Teams, Zoom, dans le monde agricole, on ne connaissait pas trop. Ah, en technologie de communication. En technologie. D'accord. Et, le digital est réapparu. On s'est équipé à une vitesse grand V, d'abord dans les bureaux. Ensuite, les 140 collaborateurs, le système d'information a été verrouillé, les ordinateurs, les nettoyer, parce qu'il était interdit de se connecter sur le réseau de l'entreprise via les box. D'accord. Donc ça a pris du temps, et puis ça s'est assez bien passé. Donc on a commencé à faire des formations avec nos adhérents en distanciel, du conseil, des réunions d'équipe en distanciel, où chacun est disséminé aux 4 coins de la Bretagne. Et on a appris à vivre en parallélisant le présentiel et le distanciel. Et c'est quelque chose que vous allez garder pour l'avenir ? C'est quelque chose qu'on va garder parce qu'on a appris qu'on pouvait gagner du temps, qu'on pouvait gagner de l'argent, pour éviter de se déplacer, à faire des réunions à Rennes ou à Paris qui durent 1 heure. Maintenant, comme on avait pu échanger aussi, moi je pense que le distanciel n'existe que s'il y a du présentiel. Il faut trouver le juste dosage, surtout là, pour mieux connaître le monde agricole. Parce que dans le monde agricole, on a un adage, c'est loin des yeux, loin du cœur. Et si à un moment donné, on ne voit plus nos adhérents, on ne voit plus nos clients, on ne voit plus nos partenaires, on ne pourra pas garder une relation de confiance, d'efficacité commerciale, d'efficacité partenariale ou de business aussi forte. D'accord. On ne peut pas passer du tout présentiel au tout, Donc il faut faire un mix entre le présentiel et le distanciel. C'est ça. Les économies dont vous parlez, là, qui ont été faites, vous allez les utiliser à quoi ? Vous êtes une coopérative, vous voulez lancer des nouvelles activités ? Déjà, on a énormément investi au niveau matériel, équipement informatique. On va continuer à le faire. Donc la prochaine étape, c'est qu'on va supprimer le papier. Donc nos 140 ou 130 techniciens, vétérinaires, etc., qui vont en élevage n'auront plus de papier. Tout devra être digitalisé, c'est-à-dire des informations sur des audits d'élevage, des plans d'action. Tout devra être digitalisé, mis sur une GRC. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a subi aussi des attaques, pas des ransomware, mais des attaques au président sur des demandes de virement. Et qu'on veut ultra bétonné, ultra sécurisé. Et à un autre point, on s'est aperçu que sur les équipements informatiques, et notamment le Teams, nos adhérents, c'est-à-dire les éleveurs, les agriculteurs, ont parfois progressé plus vite que les collaborateurs. Donc aujourd'hui, on a des élevages pas très loin d'ici. J'en ai un sur l'Auteuil qui s'est équipé en fibre. Il a installé la fibre partout dans son élevage. Donc là, tout est en digital, en palme, et on saisit, et tout est transmis sur un serveur commun, puis basculé à la coopérative, que ce soit pour la facturation ou la compta. Donc on doit aussi être avant-gardiste et montrer cet exemple-là. Le milieu de l'agriculture est quand même un milieu qui est très fort en innovation, qui est aussi capable de s'adapter, une résilience assez incroyable, parce que
la capacité que ces gens ont par rapport à l'adversité, c'est plutôt exemplaire. J'en connais un autre, moi, qui a été exemplaire, qui n'a pas attendu qu'on lui dise ce qu'il devait faire. Eh ben, c'est M. Jean-Michel Blanc, d'accord, de la librairie Ravi à Quimper. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez décidé de ne pas attendre, vous? Oui, j'ai décidé de ne pas attendre parce qu'il se trouve que le 31 mars, j'ai été en communication téléphonique avec le secrétaire général du groupe Cultura. On avait échangé sur un sujet annexe. Et à la fin de la conversation, il me dit aujourd'hui, on rouvre notre logistique et on rouvre notre site internet. Nous, comme tout le monde, sagement, le 13 mars au soir, on avait tout bouclé, les sites internet étaient bouclés et toute la profession, on travaille sur un site internet, sur une plateforme commune avec des libraires indépendants, 300 libraires indépendants qui sont sur la même plateforme. Et donc, on avait bouclé la plateforme. Et j'ai raccroché et là, je me suis dit non, on peut pas rester comme ça. Il y a Amazon qui fonctionne, il y a Fnac.com qui fonctionne. Aujourd'hui, Cultura m'annonce qu'il rouvre le site. Et les libraires indépendants, on est sagement chez nous en train d'attendre que le virus veuille bien se calmer. Donc là, je me suis dit non, il faut faire quelque chose. Et donc j'ai rappelé le prestataire de la plateforme et je lui ai dit, eh bien Thomas, il faut rouvrir mon site. Et là, il me dit non, mais Jean-Michel, vous n'y pensez pas parce que la poste ne fonctionne pas. La poste aujourd'hui est réservée aux colis de première nécessité et aux colis pour les médecins, les infirmiers. Donc, vous ne ferez rien partir. J'ai insisté, je lui ai dit Thomas, on va quand même ouvrir mon site. Et donc, le 1er avril, le site de Ravi était rouvert. J'ai fait une newsletter. Il se trouve que j'ai eu la chance que la presse locale s'en empare, a beaucoup communiqué sur le fait qu'on rouvrait le site. C'était exemplaire, hein, c'est normal, c'est bien. Oui, mais enfin bon, c'était chanceux aussi. Mais comme ils avaient, à part le virus, ils n'avaient pas grand-chose à raconter, donc ils étaient contents d'avoir quelque chose sous la dent. Et effectivement, les commandes ont commencé à tomber, en nombre assez conséquent. Jusque je vais à la poste le premier soir, le deuxième soir, le troisième soir. Le troisième soir, le type au guichet me dit « Attendez, monsieur, il y a du volume, mais vous savez qu'on ne garantit aucun délai de livraison. » Il me dit c'est 15 jours, 3 semaines. Et là, je me dis, mais alors 15 jours, 3 semaines, je regarde les adresses, c'était à 2 rues de la librairie, ce que j'étais en train de poster. Et je dis finalement, pour faire plaisir à mes clients, les contenter, ils vont recevoir ce truc-là dans 3 semaines. Si ça se trouve, dans 3 semaines, on sera déconfiné et tout ce que je vais récolter, c'est du mécontentement. Et donc, je me dis, bah, tant pis, on va ouvrir un drive. Et là, c'est ma femme qui me dit, mais t'es cinglé, quoi. Tu sais qu'on n'a pas le droit d'ouvrir les commerces. Je lui dis, mais je ne vais pas ouvrir le commerce, je vais juste ouvrir la porte. C'est-à-dire qu'en fait, je vais ouvrir la porte et puis je tendrai le sac aux gens qui viendront le chercher. On va faire 2 plages horaires d'ouverture dans la journée, 10h midi et puis 16h, 17h, quand les gens qui travaillent encore pourront sortir ou quand ceux qui vont venir à la Biocoop en face viendront acheter leurs nouilles, et ben, ils viendront chercher leur sac de livres. Et elle me dit, bah, t'es un peu cinglé, mais essaye si tu veux. Et donc, on a essayé à 3 en famille, ma femme, mon fils et moi. Et puis, les commandes tombaient la nuit. Eux, ils faisaient le picking en magasin. Et moi, je faisais la facturation et les petits sacs. Sauf que les commandes tombaient. On s'est dit, mais à 3, on ne va pas y arriver. Parce qu'ouverture à 10h, il y avait 80 ou 100 commandes qui tombaient dans la nuit. On ne range pas les livres dans tous les rayons. Il y a 1000 mètres carrés de bouquins. Et là, on a appelé l'équipe. Et on leur a dit, ben écoutez, voilà, aujourd'hui, il y a un service qui a l'air de vouloir décoller. On n'y arrive pas à 3, on a besoin de vous, on a besoin de sauver la boîte aujourd'hui. Et est-ce que vous êtes prêts à venir? Et puis en plus, de toute façon, nous, notre objectif premier, c'était montrer aux clients qu'on ne les abandonnait pas. Ils étaient seuls dans leur appartement ou dans leur maison. On voulait pouvoir leur offrir de la lecture fraîche, comme ils nous ont dit après. Beaucoup nous ont dit, on est content d'acheter autre chose que des poireaux ou des légumes, on veut de la lecture fraîche. Et puis l'objectif aussi, c'était essayer de sauver les salaires, parce que chez nous, quasiment toute l'équipe bosse encore à 39 heures. Et on s'est dit, s'ils touchent 85% de 35 heures, ça va leur faire bizarre. Les salaires ne sont pas très conséquents, donc 85% de 35 heures quand on touche d'habitude 39. Donc l'objectif, c'était on ouvre pour faire un chiffre qui permette au moins de maintenir les salaires. Donc je les ai tous appelés, ce qui a été le moyen de reprendre contact avec eux. Et on a dit, je leur ai dit, écoutez, voilà, vous venez à tour de rôle les uns et les autres, je vous enverrai un petit planning toutes les semaines, vous vous inscrivez 4 heures pour venir nous aider en matinée.
de 9h à 13h à faire le picking en magasin pour qu'on puisse servir et honorer les commandes de nos clients. Et tout le monde a joué le jeu. Les vendeurs, ceux de l'administratif, tout le monde est venu. Donc en fait, vous avez fait d'une idée, vous avez fait qui était dingue, d'accord, si j'ai bien compris. Ouais. Vous avez fait un projet qui est devenu un projet d'équipe, qui a donné du sens aux gens, qui aura permis d'avoir un peu plus de rémunération, de les engager, de les impliquer. On a maintenu la rémunération, ils se sont impliqués dans l'entreprise, tous. Ça nous a ressoudés. Le projet d'entreprise est apparu. La boîte, c'était une opération collective. Et on a fait plaisir à nos clients. Voilà, et on a sauvé 34% de notre chiffre d'affaires en avril. D'accord, très bien. Bravo, félicitations, vraiment bravo. Hein. Il n'y a pas que le digital, même si le digital a sauvé le livre. Sans le digital, on ne le faisait pas. Et ça veut dire qu'on avait anticipé ça. J'ai beaucoup entendu le mot anticipation. Oui, on était prêt. Notre site, il existait. Il avait 10 ans. Personne ou quasiment personne s'en servait. Le chiffre d'affaires du e-commerce chez nous, c'était 1%. Et d'un coup, les gens ont découvert le site. Et depuis, ils se sont appropriés. Et on voit bien hein, les usages qui ont été faits d'un certain nombre d'outils informatiques, téléphones ou compris, applications, tout ça, ça a complètement transformé l'appréciation que l'on avait du numérique aussi. Alors merci beaucoup, parce que je pense que c'est un bel exemple, et en plus je pense que ça a fait sourire et rêver beaucoup de personnes qui étaient en train de lire ces livres-là. Je voudrais, Madame Lepage, que vous nous parliez de flexibilité, d'adaptabilité. Alors je ne sais pas en quelle langue vous voulez le faire. Parce que in English you can, ok, d'accord. Mais voilà, vous avez, on avait décidé tous les deux d'aborder le sujet par rapport à l'export. Et en quoi l'export vous a forcé à de la flexibilité, de l'adaptabilité? Donc rien à voir avec le Covid. Ah, c'est bien, on va changer un peu, hein, d'accord. C'est ça, on espère que l'entreprise de demain, c'est pas le Covid quand même. Hein. Non, je m'étais posé la question quelle était la plus grande adaptation en fait au sein d'MCA. Ouais. Je vais vous expliquer. Donc MCA, on est une entreprise bretonne, on est basé à Quimper, on est équipementier pour les industriels de l'agroalimentaire. Et on a été pendant très très longtemps franco-français, c'est-à-dire fournisseurs, et c'est toujours le cas, mais que des clients français, et particulièrement dans le Grand Ouest, hein, puisque l'industrie agroalimentaire est très présente dans le Grand Ouest. Et moi, je suis passionnée par l'export. Alors, pourquoi on a dû s'adapter? En fait, on a... alors, je vais faire court, mais on a eu... Il n'y a pas de souci, allez-y. On a eu une commande il y a quelques années, en fait, après un travail assez long, pour le Brésil, donc une première commande directe à l'export. Ça a été assez, finalement, je ne sais pas si on peut dire brutal, mais assez rapide, donc avec peu d'anticipation. Et donc, il a fallu qu'on s'adapte. Alors, pas forcément nos produits, puisque ce qu'on vend, on va dire, à l'export ou en France, ça va de la même qualité de produit, mais il a fallu s'adapter, nous. Première question, who speak English in the team? Donc, nearly nobody. Donc ça, c'était une première, peut-être... Donc, on parle anglais au Brésil, hein, mais bon. Ouais, je parle qu'anglais. Et pourtant, j'ai essayé le portugais. Mais donc, il a fallu qu'on s'adapte. Ça veut dire déjà, très clairement, énumérer le nombre de personnes dans l'entreprise qui parlent anglais. Il faut savoir que ce premier dossier qu'on a pris au Brésil sur la commande nous a fait aussi doubler le chiffre d'affaires. Donc, c'était un très gros sujet. Quand même. Et il fallait donc avoir une équipe technique qui parle un anglais technique. On s'est adapté. On a mis en place des cours en fait dans l'entreprise. Donc encore une fois, formation, préparation. Formation, voilà, sur la base du bénévolat. Il a fallu aussi s'adapter en fait au déplacement, puisque nous on travaille, on prend la voiture, on va chez nos clients qui sont surtout de la France. Mais là, il a fallu partir donc au Brésil, et puis maintenant on part un peu partout, hein, mais décalage horaire, prendre l'avion. Alors ça paraît anodin, mais il y a des gens qui ont peur de l'avion. Enfin, il a fallu vraiment expliquer et puis amener toute l'équipe en fait dans cette ouverture qu'a eu l'entreprise. Donc il y a vraiment eu donc toute cette première adaptation des personnes, et puis après aussi de l'entreprise. On parlait du digital. Nous, on n'a pas eu de site internet pendant très longtemps.
faisait aucun salon. On était même anti-salon. C'est une entreprise familiale. Mon père disait toujours pour vivre heureux, il faut vivre caché. On n'avait pas de nom sur le bâtiment. Personne ne nous connaissait, à part... Il y a eu quelques changements. Il a fallu s'adapter pour pouvoir faire de l'export, donc participer à des salons, faire un site internet en anglais. Et voilà. Et donc, ce que moi j'ai trouvé super, c'est que dans cette adaptation, on va dire, ou dans ce changement, c'est que toute l'équipe en fait a vraiment adhéré, et je pense que ça a donné un nouveau souffle en fait aussi à l'entreprise. On s'est mis en difficulté parce que c'était pas forcément évident quand vous arrivez. Moi, je me souviens, les premières équipes, je les accompagnais donc on va dire au Brésil, dans la campagne brésilienne, je ne sais pas si c'est le mot, mais on n'apprend pas. C'est quand même très spécial. La culture est aussi très spéciale. Donc, quand on va on travaille avec des Brésiliens, mais il faut qu'on s'adapte à leur culture. Là, maintenant, on est en Russie. Il faut aussi que tous les techniciens et nous, quand on est dans les pays, on s'adapte aussi à la culture. Mais c'est un super... Ça a boosté énormément l'entreprise et tous les collaborateurs. Donc, aujourd'hui, vous pouvez aller à peu près partout ? Enfin, vous avez des marchés sûrement qui sont... Je dis que j'ai aucune frontière, aucune limite. D'accord, il y a du travail, on y va. Okay. Non, moi je suis passionnée par l'export et je trouvais bien aussi d'en parler parce que je trouve qu'il faut s'ouvrir et il ne faut pas avoir peur d'y aller. Et bon, je ne parle pas du Covid, j'ai eu la chance de le passer relativement bien. Et je pense, contrairement peut-être à des idées reçues, on a très bien travaillé à l'export pendant le confinement et pendant la période de Covid. Une des choses dont on avait parlé, c'était le fait aussi que comme vous êtes sur plusieurs marchés, lorsqu'il y a un marché qui baisse, tout d'un coup, il y a un autre marché qui va bien. Et donc, on a quand même cette capacité. L'export a aussi cette possibilité-là, c'est que ça vous crée des opportunités dans un endroit ou dans un autre, ce qui fait que ça permet de remettre les ressources de l'entreprise vers un objet. Ça fait beaucoup grandir en termes de chiffre d'affaires, l'entreprise, si je ne veux pas être indiscret, mais... Nous, quand on a fait notre premier sujet, il y a le chiffre, parce que très clairement on l'a doublé. Alors on nous a dit c'est un one shot, vous avez de la chance, et on l'a continué, on a continué à progresser. Puis on a aussi découvert qu'on pouvait être rentable. Ce qui est bien, hein. Ce qui est bien, Donc ça c'est aussi quelque chose ça a créé beaucoup de choses très positives. Et c'est vrai que avant je pensais pas que ça aurait été fait pour nous, quoi. D'accord. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez insufflé ça à l'entreprise, mais vous dites que ce sont aussi... les gens ont pris ce projet à bras-le-corps. Ils se sont impliqués aussi, encore une fois, ils se sont investis. On revient encore sur un des éléments essentiels de l'entreprise de demain. Quoi. Sans ça n'aurait pas pu... sans l'équipe, encore une fois, je pense qu'il y a une vraie... moi, j'ai vraiment la chance d'avoir une équipe, et c'est aussi... très vite par rapport au Covid, on l'a passé relativement bien. On n'a pas fait de télétravail. Et on est 70, on était quasiment tous à poste. Et il y a eu cette cohésion qu'on a peut-être créée avant. Et puis je pense qu'il y a un vrai amour de l'entreprise chez MCA. Je trouve ça super. Et tout le monde s'est serré les coudes, quoi. Et on nous a dit, vous ne faites pas de télétravail, vous restez... compliqué sur mon activité de faire du télétravail. Il a dit non, on prend nos dispositions. On était tous très stressés, mais tout le monde avait envie qu'on y arrive, quoi. On passera le cap, quoi. Et on est passé, et je le redis, on a de la chance, on est bien passé. Très bien. Je vais vous demander aussi à chacun de me préparer deux recommandations. Mais encore une fois, ce que je voulais avec cette table ronde, c'est de vous montrer que dans la flexibilité et l'adaptabilité, c'est une réalité. On se doit d'être flexible, on se doit d'être adaptable. On a parlé aussi d'agilité. Dans différentes tables, on parlait de ceci. Ce qui est encore intéressant, c'est de voir qu'on a encore parlé de formation des personnels. On a encore parlé de donner du sens. On a encore parlé de l'engagement et de l'implication des personnes. On a encore parlé du fait que nos employés sont aussi des personnes qui nous amènent du résultat, qui amènent des solutions, et que sans eux, on ne pourrait pas le faire. Donc, ce que je trouve, c'est très intéressant. Posez-vous la question, à votre poste, quel est votre rôle dans cette flexibilité? Quel est votre rôle dans cette adaptabilité? Parce que nous avons tous un rôle à jouer pour que l'entreprise de demain, existe, parce que c'est maintenant que ça se passe. Je vais vous demander, alors Madame Lepage, deux petites recommandations, enfin petites, moyennes, grandes, comme vous voulez.
Non, pour un peu, ça résume aussi, je pense que je dirais qu'il ne faut pas avoir de complexe par rapport au monde extérieur. Je suis Bretagne, Quimper, on est petite PME et on peut faire de très grandes choses. Et puis oser l'export. Et oser l'export. Très bien. Monsieur Blanc. Observation et analyse des besoins du client et de l'équipe et réactivité. Observation, réactivité, analyse du client. Monsieur Gallou. Le premier point, c'est oser. Oser. Eh bien, osons. Et oser sans avoir peur de se tromper. Et le deuxième point, c'est que le Covid a rendu l'impossible d'hier possible aujourd'hui, en termes d'évolution, et que face à la montagne, l'être humain est toujours capable de trouver le chemin, la cordée et l'équipe pour bien ça, l'impossible monter de là-haut. Quoi. L'impossible de demain, c'est le possible. Non, l'impossible d'aujourd'hui, c'est le. Ah oui, c'est pas mal. Ça, je garde. Spam aussi. Donc l'impossible d'aujourd'hui, c'est le possible de demain. Ça, c'est aussi très bien. Merci. Merci, M. Gallou. M. Dalidec, M. Kroganok. Moi, je dirais d'abord cultiver votre agilité. L'agilité, ça ne se décrète pas. En fait, c'est une culture d'entreprise. Donc, il faut le cultiver, le provoquer parfois et savoir le maintenir, l'animer. Et puis innover, hein, ça c'est un point qui c'est une constante en fait. Hein. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe dessus. Il faut vraiment prendre le lead et prendre des risques parfois. Donc innover. Oui, très bien. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, il faut innover parce que je retiens l'impossible d'aujourd'hui et le possible de demain. Merci beaucoup pour ça. Spam, rappelez-vous. D'accord. Merci infiniment. Vous pouvez mettre vos masques. Alors encore une fois, les trois tables rondes ont permis de voir que la relation du travail, c'est aussi de l'anticipation, c'est aussi de la préparation, c'est aussi de la réflexion, c'est aussi de l'éducation, c'est aussi de former les gens, c'est aussi de donner du sens. Quand on parle de la digitalisation, on s'est rendu compte que c'est aussi donner du sens, que c'est aussi avoir un projet, que c'est aussi une stratégie. On a aussi abordé le fait que oui, il y a des risques et particulièrement dans le fait du risque informatique, rappelez-vous, on sait gérer les risques, on sait gérer le risque incendie, on sait gérer le risque de l'inondation, on a dit. Maintenant, on sait gérer le risque du Covid, même si ce n'est pas encore tout à fait fini. Mais en tout cas, il y a une chose que je voudrais que vous reteniez aussi, c'est que on n'est peut-être pas assez éduqué sur les outils informatiques que l'on utilise. Et la remarque de Frédéric Lamour, qui est de bien apprendre ces choses-là et de travailler l'interconnectivité qui peut être dangereuse. Et quand on regarde la flexibilité et l'agilité, dites-vous bien que tout ce que vous faites aujourd'hui, c'est ce qui constitue demain. Tout l'investissement que vous mettrez dans vos systèmes pour que vos systèmes soient à la hauteur de vos enjeux de demain, c'est maintenant que vous le faites, c'est les décisions que vous prenez maintenant. Tout ce que vous faites dans l'éducation de vos équipes, tout ce que vous faites dans l'anticipation et la préparation, c'est ce qui fait que vous serez fort, c'est ce qui fait que vous pourrez vous adapter à demain. Et quand on regarde les 12 exemples, encore une fois, merci pour votre exemplarité, le partage dont vous avez fait. On est avec des entreprises qui vont de l'avant, qui osent. Et c'est aussi parce qu'elles osent et parce qu'elles ont les équipes qu'il faut derrière, qu'elles réussissent. Voilà ce que je voudrais que vous reteniez.